Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Vous arrivez des quatre coins de la planète pour ce webinaire. Beaucoup en Europe, beaucoup en Afrique. Merci d'être présents ce matin. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et on est ravis de vous accueillir. On va se donner encore 2-3 minutes pour laisser le maximum de personnes arriver. Voilà, ça continue d'arriver. On a prévu de commencer entre 9h30 et 9h35. Je vois que Audrey nous rejoint. Bienvenue Audrey. Vincent, Olivier, bienvenue. Léa, merci d'être là Léa. Giuseppe. Ah, j'ai une demande dans le chat de Jonathan. Louise, je sais si tu entends ce message, j'ai l'impression que Jonathan Ranja Tolina a un problème de connexion, donc est-ce qu'on peut lui envoyer le lien de la visio? Voilà, 9h31, on se donne encore 2 minutes et on commence. Ça continue d'arriver. Bonjour Frédéric. On est déjà 50. Bonjour Samuel. Alors, je vous propose qu'on commence dès maintenant. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Encore une fois, merci d'avoir été très nombreux de vous inscrire à ce webinaire consacré à la sustainability. Pour cette première édition, on a voulu partager avec vous des solutions qui viennent du monde entier, qui viennent beaucoup d'Europe et d'Afrique. Et on a voulu partager avec vous des solutions qui viennent de tous les bouts des chaînes d'approvisionnement qui traversent l'ensemble de la planète. Et pour cela, Grand Alexander et FTHM, Grand Alexander en France et FTHM à Madagascar, ont uni leurs forces. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ces échanges avec mon vieil ami Thierry Rajona, qui est associé gérant et fondateur de FTHM à Madagascar. Merci Thierry d'avoir monté ce séminaire avec Grand Alexander. Pour que ce partage soit le plus riche possible pour vous, Thierry et moi avons invité également 2 personnes dans ce webinaire, 2 personnes qui nous sont chères, nos invités, et donc à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par nos invités. Stanislas de Kersis a un parcours impressionnant dans l'industrie du luxe. Il a présidé Montblanc, il a présidé Cartier, Van Cleef & Arpels, le groupe Richemont. Il a travaillé en France, aux États-Unis, à Londres et ailleurs, et il est aujourd'hui membre d'une douzaine de conseils d'administration de sociétés connues comme Barnes International, Messica ou Louboutin.
Thierry, je te cède la parole pour présenter David et puis te présenter toi ensuite. Ton micro est coupé, Thierry. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Bruno, de cette introduction. Je propose peut-être qu'on passe à la slide suivante. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité, David Roger. Alors, David est ingénieur spécialiste des sujets de RSE et il accompagne depuis 15 ans l'intégration des sujets de RSE et d'achat responsable dans la stratégie et les opérations des entreprises. Il est le fondateur du cabinet BioWay qu'il a créé en 2009 à Paris. Il est présent depuis 2015 en Afrique et plus particulièrement depuis 2017 à Madagascar. Il est le vice-président de la commission développement durable du groupement des entreprises de Madagascar, qui est l'équivalent du MEDEF à Madagascar, le principal groupement patronal local. Et il est également président national du Centre des jeunes dirigeants de Madagascar, CJD Madagascar. Voilà, je te laisse te présenter, Bruno, et je me présenterai. Alors, Bruno Chantron, donc, je pilote les activités de conseil en accompagnement des transformations du groupe Grand Alexander. Grand Alexander, c'est un groupe que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment pour nos activités de recrutement, de chasse de tête, de management de transition, de développement du leadership, de formation. Et également, on a une activité significative d'accompagnement des transformations durables, Sustainable Transformation, dans plusieurs pays du monde, en Europe, mais également en Afrique et à l'international. Voilà, je te recède la parole, Thierry. Merci, Bruno. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fondé et suis associé gérant du cabinet FTHM Consulting, qui est un cabinet de management et stratégie qui a été créé en 1995, donc en fait c'est 30 ans aujourd'hui, et qui travaille dans près de 30 pays en Afrique. Par ailleurs, j'ai assuré la présidence du GEM, du Point de prix de Madagascar, pendant 4 ans jusqu'à l'année dernière, et assume aujourd'hui la vice-présidence du comité exécutif de l'Alliance du patronat francophone pour la zone Océan Indien. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux d'avoir pu rassembler bien, ces 4 personnes qui viennent d'horizons très différents, mais qui partagent les mêmes valeurs, qui sont réunies par le même désir de servir et de mettre en place des solutions durables pour tous aux 4 coins de la planète. Et avec ces 4 personnes, on va parler de sustainability. Pourquoi parler de sustainability aujourd'hui? Parce que le problème est devenu critique. Sustainability, aujourd'hui, ça veut tout simplement dire survivre. Ça veut dire mettre en place des systèmes de survie. Les questions que les gens se posent aujourd'hui, elles sont très simples. C'est comment je vais faire pour continuer d'avoir un travail demain? Et comment est-ce que nous allons faire collectivement pour que nos entreprises survivent? Donc, la sustainability aujourd'hui, c'est pas une option. C'est pas une option, c'est une nécessité qui nous concerne tous de la même manière, les uns et les autres, qu'on soit en Afrique ou en Europe. Et on a voulu partager 2 convictions avec vous, c'est que pour faire un travail concret sur la sustainability aujourd'hui, il faut arriver à se projeter différemment, à imaginer d'autres avenirs possibles. C'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième conviction, c'est que pour créer ces nouveaux systèmes de survie, il va falloir s'entraîner à prendre soin les uns des autres. Donc se projeter différemment, prendre soin, ce sont les 2 raisons pour lesquelles on a voulu vous offrir ce webinaire de sustainability. L'objectif de ce webinaire, ça va être de partager
des solutions de sustainability concrètes, simples et pratiques. La sustainability, parfois on a tendance à penser que c'est quelque chose de compliqué, qu'il y a des reportings, des réglementations, il y a la CSG, les critères ESG, la CSRD, etc. C'est vrai, mais ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce n'est pas des choses compliquées. On va vous parler aujourd'hui de solutions simples, pratiques, efficaces, qui créent de la valeur. L'enjeu de ce webinaire, c'est qu'on vous partage des solutions qui permettent de créer de la valeur. L'enjeu de ce webinaire, c'est qu'à la fin, chacun de nous reparte en se disant « Mais oui, avec la sustainability, je peux gagner de l'argent. Et je peux gagner de l'argent même en temps de crise. Et surtout, je peux gagner de l'argent en servant, en ayant un impact social, environnemental, positif sur les personnes qui me côtoient et sur les écosystèmes dans lesquels j'habite. » On a voulu intituler cette table ronde, vous le voyez, Tour du monde des solutions durables. Tour du monde, vous avez vu qu'on arrive tous d'horizons très différents. Et quand l'innovation locale inspire le global, pourquoi? Parce que ça marchera que si ça vient du local. C'est uniquement si ça vient du local que les gens qui ont créé localement ces solutions ont pu constater localement que ça marche pour eux localement. Donc, on va essayer de coller aux réalités locales les plus diverses possibles et les plus concrètes possibles pour partager ces solutions. Donc, les questions qu'on va poser à nos intervenants sont très simples. C'était quel était le problème de sustainability? Quelle est la solution qui a été apportée? Comment est-ce qu'elle a pu être mise en œuvre? Et quel a été le résultat de cette action? On va se donner une quarantaine de minutes pour partager des solutions avec vous. Et puis après, on vous donnera la parole et vous pourrez revenir, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, mais vous pourrez aussi dire qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a touché ou qu'est-ce que ça me rappelle d'autres qui marchent par ailleurs. Donc, Stanislas, on va commencer cette table ronde avec vous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez présidé Van Cleef & Arpels, Richemont, Cartier et encore bien d'autres sociétés, que ce soit, vous avez vécu aux États-Unis et dirigé ces groupes aux États-Unis, mais également à Paris. Il y a un mot qu'on entend beaucoup dans les industries du luxe aujourd'hui, un mot qui est un peu intriguant, hein, c'est ce mot de pre-loft que vous voyez en haut de la slide. Pourquoi on parle tellement de pre-loft aujourd'hui, Stanislas? Parce qu'on veut en paradiser la vie. J'ai écrit ce livre, En paradiser la vie, que vous pouvez commander maintenant. J'ai 50 solutions et donc beaucoup de solutions qui sont sur la sustainability, avec, je nomme 130 leaders, femmes et hommes qui en paralysent la vie, et 7 témoignages de femmes et d'hommes qui en paralysent la vie, dont Bénédicte Épinay, la présidente du comité Colbert, Maxime Delavallée, le président de la Fédération de la mode circulaire, Raphaël Mavigné, le président de Circulaire, une start-up qui a 2500 solutions pour la sustainability. Le pre-love, c'est essentiel. Moi, quand j'étais président de Cartier US, je vois Artondo, le principal distributeur du monde, je lui dis « What are your best-sellers » Il me dit « Rolex, pre-owned, Cartier ». Je vais répéter 2 fois en disant Cartier, Rolex, comme marque de montre, je connais, mais pre-owned, je ne connais pas. Puis je comprends que c'est pre-loved. La Terre est pre-loved depuis des milliers d'années par 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre. Tout notre immobilier, vos studios, votre appartement, votre maison, vos boutiques, vos bureaux, vos jardins, vos forêts, vos vignobles, vos chalets, vos châteaux sont pre-loved. Vous êtes pre-loved, vous aussi. Vous êtes pre-loved par vos parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, vos compagnons, compagnes, maris, femmes, enfants, petits-enfants. Donc, pre-loved, c'est éternel, humanitaire, planétaire, mais aussi toutes les marques. Regardez, toutes les marques automobiles, 100% des marques automobiles, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari, Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Audi, te disent, je te vends, je te répare, je te rachète. Quand j'étais président de Cartier, de Van Cleef & Arpels, j'ai dit, on va refaire le pre-love. Donc, on rachète les pièces de haute joaillerie, on les répare si besoin, on les authentifie, on les revend. Win, 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 j'ai adoré. Win pour les vendeurs, les vendeuses, j'ai un collier, j'ai 2 filles. Win pour l'atelier,
viens voir une pièce des années 20, c'est fabuleuse, qu'on fabrique sur les biens d'un siècle. Win pour l'acheteur, l'acheteuse authentifiée, décarbonée. Win pour la marque, ça fidélise les clients. Ce que tu achètes aujourd'hui, tu peux le vendre dans 6 ans, un siècle. Et win pour la planète et l'humanité. Je trouve ça extraordinaire. Et je crois que maintenant, toutes les marques de luxe, mais tout le monde devrait le faire, devrait faire le prix Love, parce qu'en plus, Marie Kondo te dit l'art de ranger. La japonaise qui écrit l'art d'angélie. Si tu veux être heureux dans la vie, vite ton armoire, vite au placard, vite à cave, vite au grenier. Or, il y a 80% des vêtements dans les placards, les armoires, 92% des montres et des bijoux dans les tiroirs et les coffres. Et en plus, en France, il y a 20 ans, 70% des héritages se passaient bien entre frères et sœurs, frères et frères, sœurs et sœurs, et 30% en conflit. Maintenant, c'est le contraire, c'est 70% en conflit. Bah, plutôt que d'avoir un conflit, vendons les bijoux, les montres, l'art, et puis on rachète du 2025 plutôt que de se battre. Donc, c'est essentiel de faire du prix Love. Et j'étais très heureux parce que le prix Love, quand j'étais président de quartier, je l'ai fait. Et puis après, je vous dirai tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'interviews de gens qui l'ont fait. Et donc, il y a une solution qui est 58 facettes aujourd'hui, parce que ce qui est extraordinaire, on vit avec on n'a jamais autant d'esprit entrepreneurial, jamais autant de tech, et pour la première fois, les David et les Goliath travaillent ensemble. Les startups travaillent avec les grands groupes. Et donc, par exemple, le quartier quand j'étais président de quartier, on a fait le prix Love, on travaille avec Watchfinder, Rolex travaille avec Bucherer, et là, on peut vous présenter la solution de 58 facettes, Castafiore, de 58 facettes. Justement, Stanislas, voici la solution de 58 facettes. Alors, tu as dit 92% des bijoux et des montres dorment dans les tiroirs et dans les coffres. Alors, 58 facettes a une solution. Tu peux nous en dire un mot? 58 facettes, ils incarnent les initiales prophétiques d'Alexis Blais, leur président. AB, aimé, aimable, adoré, adorable, admiré, admirable, avenir, amour, amitié, amen, alléluia. Et bienveillant, bienheureux, biensigeant, béni, donc c'est génial. Le résultat, ils ont fait 50 000 bijoux qui sont disponibles en ligne. En plus, c'est vrai que de temps en temps, les bijoux de prix Loft sont inférieurs aux premiers. Et donc, il y a une croissance annuelle de 3 chiffres. Et ça a un impact positif vraiment sur la planète et l'économie. Donc, c'est très, très malin de dire, faisons maintenant pour la joaillerie, mais pour l'horlogerie, pour la mode, pour tout, 100% de ce qu'on fabrique, faisons ce que 100% des véhicules automobiles font et 100% de l'immobilier fait. C'est très malin de transférer, surtout que la transfert, c'est essentiel. On vous a transmis la vie. Chacun d'entre vous, vous avez 1 milliard d'ancêtres. Donc, on vous a transmis la vie, on a transmis la planète, l'humanité. Nous, on s'est transmis le virus du Covid, mais c'est bien de transmettre autre chose, transmettre les solutions, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-aimer, les solutions et les relations, les savoirs. Donc, transmettons plus qu'hier, moins que demain. Alors justement, Stanislas, 58 facettes a créé une marketplace. C'est une marketplace qui vous permet à vous d'acheter et de vendre des bijoux d'occasion. Donc, c'est une marketplace qui donne une seconde vie aux bijoux et aux montres. Donc, c'est une solution pour pas que les bijoux et les montres s'endorment dans les placards. Ce qui est extraordinaire dans ce nouveau modèle économique, c'est que les bijoux, si vous êtes acheteur de bijoux, eh ben, vous payez 30 ou 50% de moins vos bijoux qu'ailleurs. Donc, c'est très intéressant pour les acheteurs. Et pour les vendeurs, ils ont eu une innovation absolument incroyable. Ils ont créé un outil d'intelligence artificielle. Donc, on envoie la photo de vos bijoux et la plateforme, à partir de cette photo, va estimer, grâce à son outil d'IA, la valeur de vos bijoux. Et donc, vous savez que vous pouvez mettre cette montre en vente à tel prix. Aujourd'hui, le marché de la mode pre-loft, c'est un secteur qui atteint 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars, dont 50% pour les montres et les bijoux, avec une croissance estimée à 50% sur les 10 prochaines années. Merci beaucoup, Stanislas, de nous avoir partagé ces exemples très inspirants. On va continuer notre tour du monde des solutions durables en partant cette fois-ci dans un tout autre contexte. On va partir à Madagascar et Thierry, je te redonne la main pour parler d'Apis Solutions. Merci Bruno. Donc effectivement, là nous changeons de continent. Nous allons vers le sud et plus particulièrement à Antananarivo.
qui est la capitale de Madagascar. Alors, Antananarive, qui est peuplée d'à peu près 3 millions, 3,5 millions d'habitants, est aujourd'hui considérée malheureusement comme étant la ville la plus sale en Afrique d'après le dernier classement de Forbes en 2024. Par ailleurs, la ville aussi fait partie du premier décile des villes les plus polluées au monde. Il y a 9000 villes classées et Madagascar fait malheureusement partie du premier décile des villes les plus polluées. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des déchets de la capitale sont tout simplement incinérés et qui donc contribuent à l'aggravation de la pollution et qui, bien sûr, a un impact sanitaire très important. Donc, quelle est la solution qui a été imaginée pour résoudre ce problème? C'est tout simplement de valoriser ces déchets organiques et les transformer en biogaz essentiellement, mais aussi en compost grâce à une technologie de biométhanisation. Ce projet, qui en est à ses débuts, doit se dérouler sur 4 ans pour arriver à traiter à peu près 600 tonnes de déchets par jour, alors que la capitale en produit aujourd'hui 1500 tonnes. Donc, on ne traite pas encore la totalité des déchets, mais une partie. Ce projet, il est financé pour sa première phase de 20 tonnes par une émission d'obligations vertes par donc, le promoteur privé et qui, en tant que tel, est la première émission d'obligations vertes privées en Afrique. En matière de mise en œuvre, donc le projet il va commencer à partir du tri des déchets jusqu'à la transformation de ces déchets en biogaz et en compost. En termes de résultats, ce projet, sur le plan de l'emploi, il va créer 500 emplois directs. Il va contribuer à éviter des émissions d'effet de gaz à effet de serre estimées à 70 000 tonnes et il va permettre également de produire 21 000 tonnes d'engrais bio et qui va, d'une certaine manière, contribuer à la souveraineté alimentaire. Donc, ce projet fait un total d'investissement d'à peu près 80 millions d'euros sur 4 ans et qui va permettre d'arriver à ces objectifs dont je viens de parler. Merci beaucoup Thierry pour à nouveau un exemple très inspirant et merci d'avoir mis en valeur tous ces résultats très concrets, ces emplois créés, ces 70 000 tonnes de gaz à effet de serre évités. On va continuer ce tour du monde des solutions en parlant raffia maintenant avec toi David. Oui, bonjour à tous. On va rester à la fois avec Thierry à Madagascar et on va rejoindre Stanislas sur le monde aussi du luxe et du haut de gamme avec le raffia qui est comme souvent à Madagascar, hein, on peut citer la vanille, on peut citer la bérose, on peut citer plein de filières et la filière textile malgache avec ses savoir-faire extraordinaires. Madagascar est à la fois, comme disait Thierry, paradoxalement l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi un pays extraordinaire en termes de pourvoiement de matières premières et de savoir-faire. Dans les savoir-faire malgaches, il y a le raffia. Donc on retrouve aujourd'hui depuis 5-10 ans les grandes maisons de la mode mettent en avant cette fibre naturelle assez extraordinaire puisqu'elle est faite de cueillettes et de savoir-faire manuel qu'on a à Madagascar et qui sont assez formidables à voir. Et vous voyez en Europe par exemple le résultat, mais nous on voit aussi comment c'est fait, c'est assez extraordinaire.
Et le Rafia, il regroupe tout un tas de problématiques socio-environnementales et économiques hyper intéressantes. Parce que on le sait moins quand on a le sac entre les mains, mais c'est une plante qui disparaît. Voilà, parce que en fait, elle intéresse peu les paysans qui la coupent pour mettre des rizières plutôt. Voilà, elle est parfois surexploitée aussi pour la fibre de raffia brute. Et du coup, les accessoristes de mode à Madagascar se sont posé la question, avec les maisons de luxe, de plus en plus, de savoir comment pérenniser ce produit assez extraordinaire qui plaît beaucoup, justement, sur les marchés. Une des solutions vraiment clés dans les approches de pérennisation de filières comme ça, c'est de le valoriser au maximum, justement, alors par les prix d'achat, mais également par les labels, ces filières assez extraordinaires pour les préserver au maximum. Donc c'est tout le travail qu'on a pu faire avec différents accessoristes ici à Madagascar. Ça monte en puissance. On travaille de plus en plus sur des approches avec l'idée de mutualiser justement une filière et sa valorisation. Et à la fois, on essaie de satisfaire le marché en mettant des labels assez connus, comme le label GOTS par exemple, mais on essaie d'être cohérent aussi avec les enjeux clés pour Madagascar. Or, c'est un enjeu de déforestation auquel on est confronté sur le raffia. Et donc, même si le label FSC, par exemple, n'est pas trop utilisé dans la mode, on essaie de compléter nos labels GOTS qui sont connus dans la mode par des labels ou des plans d'action de reforestation. Il faut savoir que le raffia, n'étant pas très valorisé, qui est peut-être 1 euro le kilo pour le producteur, il n'est pas très valorisé donc, auprès des producteurs et donc il n'a pas été non plus étudié d'un point de vue agronomique depuis 20-30 ans. Il a été laissé de côté et donc tout son protocole de reforestation est en cours justement de régénérescence, on va dire, ou d'émergence même parfois, pour qu'on puisse préserver cet arbre, c'est un palmier qui est assez extraordinaire. Voilà. C'est derrière 10 000 à 20 000 producteurs-cueilleurs qui vivent de cette filière. Et derrière ces 10 000 et 20 000 producteurs, il y a jusqu'à 2 millions de personnes impliquées, si on considère les artisans, les brodeurs qui travaillent le produit. Et donc, il y a une satisfaction forte à pouvoir justement, avec ces maisons de luxe, et en travaillant avec chaque acteur de la chaîne, de valoriser ce produit assez extraordinaire du terroir malgache. Donc, c'est une combinaison assez formidable d'enjeux de terroir, de fierté nationale, d'enjeux sociaux et d'enjeux environnementaux qui méritent justement d'être développés. Alors, merci David. Avec cet exemple, on est vraiment dans l'esprit de ce webinaire. À un bout de la chaîne, David l'a dit, il y a 10 000 à 20 000 producteurs-cueilleurs qui s'ingénient à redonner, à réinventer une vie au raffia. À l'autre bout de la chaîne, dans nos magasins, en France ou en Europe, des sociétés comme Crushon s'ingénient également à redonner une nouvelle vie, non pas au raffia, mais aux produits de la mode. Stanislas, je te recède la parole pour nous parler de Crushon et du travail que fait Maxime de la Vallée. C'est essentiel, je l'ai dit d'ailleurs, de partager les solutions. C'est extraordinaire. Moi, quand comme tu l'as dit, je board member de 12 entreprises, dont celle de Barnes. Et il y a le magazine de Barnes International qui fait la transmission de l'immobilier avec 300 000 exemplaires. J'ai fait plusieurs interviews de leaders qui ont des solutions pour le pre-love. J'ai interviewé Richard Mille qui fait le pre-love pour l'horloger. Je lui ai dit, tu es un pionnier, comment tu as eu cette idée? Il me dit, parce que j'adore l'automobile, j'ai acheté 20 véhicules historique que je prête aux 24 heures du mois pour les expositions. J'adore l'immobilier, j'ai acheté 2 châteaux. Il me dit c'est possible pour l'immobilier et l'automobile, c'est possible pour mes montres Richard Mille. Le vendeur est content, il le vend plus cher qu'il a acheté. L'acheteur est content, c'est authentifié, décarboné, c'est bon pour la marque, ça fidélise les clients, c'est bon pour la planète et l'humanité. J'ai fait l'interview de Charlotte Ray, qui a écrit, une ancienne talent de quartier, qui a créé Castafiore, une startup qui permet d'acheter et de vendre du pre-love de joaillerie et horlogerie.
J'ai fait l'interview d'Émeric Dechain qui a gagné le prix des couples Amour durable organisé par We Are avec Vivatech et BPI. Il a gagné avec Luxury Insight Jonathan Siboni et il a créé Foam, une start-up qui permet de vendre et d'acheter du pre-loved fashion, mode, qui est 80% dans nos placards. J'ai fait l'interview de Fabienne Lupo, qui a créé Ray Luxury, qui était l'ancienne présidente de Watch and Wonders, et qui a Ray Luxury, elle organise des événements où on peut acheter et vendre du pre-loved fashion, joaillerie, horloger. Elle a fait un événement, 4000 clients en 3 jours à Genève il y a 3 ans. Il y a 3 mois à Paris avec Barnes International, 10 000 clients en 3 jours et 100 speakers. C'est extraordinaire. Et j'ai interviewé Maxime de la Vallée, on a créé ensemble la Fédération de la mode circulaire. On est 300 membres à partager des solutions. Et il a créé effectivement Crushon que tu viens de montrer, Bruno. Crushon, qui est une start-up qui permet aussi de vendre et de partager la fashion. Et ce qui est génial, c'est qu'il aide les marques pour le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Goliath aide les David et les Goliath. David, voilà, c'est la start-up, aide les marques. Lui, il aide les marques en disant, comme tu ne sais pas faire, surtout que, vous savez, Bernard Arnault dit qu'il faut améliorer la désirabilité de nos marques chaque année. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire? Il faut améliorer le what, le how, le where. Le what, on a tous été designer, ensuite designer, manufacturer, wholesaler, designer, manufacturer, wholesaler, retailer, designer, manufacturer, wholesale, retail, e-commerce. Et maintenant, designer, manufacturer, wholesale, retail, e-commerce, re-commerce. Et donc, c'est essentiel que tout le monde le fasse. Ça, c'est le what. Le how, c'est Web 1, Web 2, Web 3, intelligence artificielle, économie circulaire comme solution. Parce que de plus en plus, tes clients te disent, tu fais quoi pour sauver la planète et l'humanité? Tes salariés, tu fais quoi pour sauver la planète et l'humanité? Tes investisseurs, tu fais quoi pour sauver la planète et l'humanité? Tes gouvernements, tes journalistes, et tu fais quoi pour sauver la planète et l'humanité? Tes enfants, tu fais quoi pour sauver la planète et l'humanité? Et donc là, Crushon est une très, très bonne solution parce qu'ils font sauver, ils sauvent de l'eau. Tu vois, Stanislas, ce qui m'a marqué sur Crushon, c'est que Maxime a constaté un problème. Et le problème, c'est que les Galeries Lafayette, par exemple, ou d'autres magasins connus à Paris, ils ont du mal à attirer des gens dans leur magasin. Ils peinent à rajeunir leur clientèle. Et en fait, l'idée géniale qu'a eu Maxime, que tu as interviewé, c'est de dire on va aider les Galeries Lafayette à ouvrir un corner dans nos magasins. Vous allez pouvoir vendre de la mode de seconde main, de la mode pre-loft, comme tu dis, Stanislas. Et grâce au support de Crushon, ces magasins arrivent à ouvrir un corner en moins de 30 jours. Et tu as commencé à donner les résultats, mais je te laisse continuer, mais les résultats sont absolument saisissants. Il y a 134 millions de litres d'eau économisés. Et puis 642 tonnes de CO2 économisées. Donc vraiment, c'est un win-win. Donc c'est génial. Et tout le monde devrait le faire dans tous les pays, que ce soit les juniors, les seniors, les femmes, les hommes, et toutes les marques devraient le faire, 100%. Et alors, ils ont calculé chez Crushon, de la même manière qu'on redonne une vie aux raffias, hein, tout à l'heure nous disait David, ici on redonne une vie aux vêtements et on arrive à calculer le nombre d'années de vie supplémentaires qu'on donne aux vêtements. Et Crushon en est à 50 752 années supplémentaires de vie redonnées à des vêtements. C'est absolument saisissant. Et pourtant, quand on passe dans le magasin, on voit ces porte-manteaux avec de la mode de seconde main. On n'y fait pas assez attention, mais quand on voit l'impact que ça a sur la planète, c'est vraiment remarquable. On va continuer notre tour du monde de ces solutions en repartant. Que Maxime de la Vallée incarne fabuleusement avec Crushon et la Fédération de la mode circulaire, ses initiales prophétiques très inspirées, très inspirantes. MD, merveilleux, magnifique, magique, miraculeux, délicieux, délicat, divin, superbe. Merci Stanislas. On va partir à Madagascar. On retourne à Madagascar, Thierry, mais cette fois-ci pour parler de médicaments. Voilà, exactement. On va parler de santé. Et donc, nous retournons à Madagascar. Et comme vous le savez sans doute, Madagascar est réputé pour sa biodiversité. Madagascar est un des hotspots mondiaux de la biodiversité. En même temps, Madagascar est aussi, comme le disait David tantôt, le pays où le taux de pauvreté est le plus élevé au monde. Près de 80% de la population vit avec moins de $2 par jour.
Et donc, ce qui fait que cette population pauvre a du mal à accéder aux médicaments. Et il se trouve qu'en 1957, le professeur Albert Rakout-Ratimamang a créé l'Institut malgache des recherches appliquées qui avait pour objectif de fabriquer des phytomédicaments, donc comme son nom l'indique, des médicaments à base de plantes médicinales. Et quand bien même à l'époque, donc ça fait plus de 60 ans, la population n'était pas aussi pauvre sans doute qu'elle ne l'est aujourd'hui, il avait déjà cette ambition de faire en sorte que la population malgache puisse accéder à des médicaments à base de plantes médicinales à des prix accessibles et des produits très efficaces. Alors, si pendant près de 60 ans, l'IMRA a, au-delà des recherches qu'elle a faites, a produit les médicaments à base de plantes médicinales, mais de façon plutôt artisanale, donc l'IMRA a décidé aujourd'hui de passer à la phase industrielle et de construire donc une usine pour fabriquer ces médicaments-là et pour pouvoir distribuer à l'échelle nationale et en grande quantité ces phytomédicaments. Donc, c'est un projet qui a été financé à hauteur de 3 millions d'euros et qui se trouve dans la banlieue de la capitale. Et donc, les plantes médicinales sont sourcées à travers tout le pays, soit sur des terres appartenant à l'IMRA ou à base de collecte. Et je tiens à signaler, par exemple, que la Centella asiatica, qui est une des plantes faisant partie de la biodiversité, dans le monde, où que vous ayez dans le monde, elle est cueillie. La Chine, qui est le principal producteur de Centella asiatica, cueille la plante. Et l'IMRA a décidé d'en faire une culture industrielle pour stabiliser la qualité, sachant que la qualité de la Centella asiatica malgache est considérée comme la meilleure au monde. Donc, à travers cette culture industrielle qui permet aussi de générer des emplois dans la campagne, ça permet donc à l'IMRA de stabiliser non seulement la qualité, mais la quantité de la production. Donc, cette usine, elle va être certifiée en respectant toutes les normes ISO. Et là, je tiens aussi à signaler que les revenus et les bénéfices qui vont être générés par ce projet industriel seront en totalité réinvestis dans le laboratoire pour développer davantage les recherches médicales et pharmaceutiques. Donc, en termes de résultats, cette unité industrielle a permis de faire en sorte que les phytomédicaments soient accessibles à la grande majorité de la population pauvre de Madagascar. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est de valoriser la biodiversité malgache et de la développer. Et troisièmement, d'une certaine manière, c'est assurer aussi, dans la mesure du possible, la souveraineté industrielle du pays et en particulier la souveraineté pharmaceutique, et une fois de plus, dans le cas d'un système totalement circulaire. Merci beaucoup. Merci Thierry, et je crois me rappeler que tu m'avais dit que l'IMRA travaille notamment aujourd'hui sur la recherche d'un médicament pour lutter contre la drépanocytose, cette maladie génétique qui… Tu confirmes? Absolument. Cette maladie génétique est la première maladie génétique au monde. Absolument. Qui est qui sévit dans le sud-est de Madagascar. Et là, je tiens aussi à souligner que l'IMRA est soutenu par des partenaires techniques et financiers comme l'AFD ou comme L'Oréal, qui est un grand partenaire de l'IMRA dans le cadre de ses recherches pharmaceutiques. Merci Thierry. Alors, on va quitter le monde des médicaments pour aller dans un monde de douceur plus sucré. David, on va parler des galettes Saint-Michel. Alors, pourquoi tu as voulu parler des galettes Saint-Michel, des galettes tout au beurre, dans un webinaire consacré à la sustainability?
Merci Ono, parce qu'on oublie, ou en tout cas certaines entreprises communiquent assez peu finalement sur ce qu'il y a derrière leurs produits, et pourtant il y a des histoires assez extraordinaires. J'ai remonté un sujet qui a été travaillé il y a déjà une dizaine d'années, mais qui continue à être travaillé. Alors j'ai pris Saint-Michel, on aurait pu prendre Danone sur la production laitière, ou même McDo, paradoxalement parfois souvent montré du doigt sur la production bovine. On oublie que derrière nos produits, il y a des magnifiques filières qu'on voit, alors qui sont mises en valeur par Saint-Michel, puisqu'on on met en avant le beurre, mais on oublie aussi ce qu'il y a derrière en termes de sustainability. C'est souvent méconnu. Ces matières premières, pour un certain nombre d'entre elles, notamment celles issues de l'élevage, elles ont un extraordinaire impact carbone. Bon, on entend beaucoup sur la viande, mais on en parle assez peu pour les produits laitiers. Et, c'est en prenant conscience de tout ça dans un grand plan de transformation que Saint-Michel a eu il y a une dizaine d'années. Je vais revenir un petit peu d'ailleurs sur l'approche qu'ils ont eue qui est assez intéressante. Ils ont souhaité faire de la science agronomique, de la science et mobiliser des partenaires techniques et les fermiers évidemment partenaires, parce que en fait il y a tout un tas de leviers sur l'alimentation animale, sur les modes d'élevage, qui peuvent justement vous créer une filière bas carbone, de beurre bas carbone. Voilà, il y a le beurre conventionnel et puis il y a le beurre bas carbone. Et donc, ça a été un travail de longue haleine sur plusieurs années, hein, de R&D, hein, carrément, avec des instituts de recherche, avec les fermiers, avec des fermes pilotes, et des engagements de Saint-Michel sur des contrats à long terme de 5 ans, avec des achats et des engagements d'achat qui ont été tout à fait extraordinaires pour structurer une filière différenciante. Voilà. Alors Saint-Michel, plus globalement, a eu une approche qui peut nous interpeller en matière de sustainability, parce qu'ils ont choisi de coupler la sustainability à l'époque avec un grand plan de transformation opérationnelle. Voilà, de type un peu lean et autres, réduction ou plan de performance opérationnelle qu'on retrouve classiquement dans les entreprises, sauf que l'idée, c'était de dispatcher de manière très très claire les revenus générés par ce plan de réduction de coûts et d'amélioration de la performance, de dispatcher toute une partie sur des projets de sustainability dans lesquels il fallait des investissements de départ assez importants. Et notamment de la R&D comme sur cette filière bas carbone, mais aussi d'autres projets de transformation sur les énergies ou sur les mutations d'autres filières de Saint-Michel. Et ça peut nous faire réfléchir à la vision qu'on a justement de la performance de l'entreprise. Au CJD, on parle d'ailleurs de performance globale depuis une vingtaine d'années, pratiquement, au sein d'une association dans laquelle je suis président à Madagascar, mais c'est vraiment cette idée, la sustainability, de performance globale, de réfléchir justement différemment l'ingénierie financière, l'ingénierie technique de chacune de ces entreprises pour faire justement de l'innovation en matière de sustainability. Merci beaucoup, David. Tu as dit quelque chose qui vraiment me marque. On a besoin de redéfinir notre notion de performance pour inventer une définition plus globale de la performance. Je vous promets qu'on y reviendra. On continue ce tour du monde. On revient cette fois-ci en France et dans l'industrie du luxe pour parler de Reluxury. Tu connais bien Fabienne Lupeau. Alors pourquoi elle a voulu fonder Reluxury, Stanislas? Elle était géniale. Fabienne Lupeau, c'est la présidente de Watch and Wonders, l'événement annuel de haute horlogerie à Genève. Ensuite, la présidente de la Fédération mondiale d'haute-horlogerie. Puis elle a créé Reluxury. Et je trouve ça génial parce qu'elle aime bien organiser. Donc, elle organise des événements où tu peux faire du pre-love, acheter et vendre du pre-love mode, joaillerie, horlogerie. Elle a fait cet événement, je vous l'ai dit, 4000 personnes en 3 jours à Genève il y a 3 ans, et avec Barnes International, qui les a mis en relation à Paris, avec le Carrousel du Louvre, donc la bibliothèque
du Louvre, il y avait 10 000 clients en 3 jours et 100 speakers en 3 jours. Et donc, 100 speakers, je trouve ça génial, c'est le partage de solutions, parce que c'est essentiel de partager des solutions. Et vous savez que dans la vie, on doit être en co-conquête, pas en concurrence. Parce que vous êtes tous des trésors, vous êtes uniques au monde. Il y a 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre, vous êtes des trésors. Vous êtes des trésors, vous êtes des héros, parce que vous cultivez votre chemin de vie, chemin de foi, chemin de joie, chemin d'amitié, chemin d'amour et de fraternité. Et puis vous êtes tous président, directeur général, directeur marketing d'une marque de luxe, vous êtes une marque de luxe, vous êtes unique au monde. Mais ensuite, vous êtes tous fermes, tous fraternité, parce qu'on vit tous sur la même terre, la même planète, au même univers. Donc, c'est de la co-conquête et pas de la concurrence. Co-conquête, moi, j'étais heureux d'être membre du comité Colbert pendant 10 ans avec 95 maisons de luxe. J'étais président du quartier de Van Cleef. C'était de la co-conquête de 95 maisons de luxe. J'adore la Fédération de la mode circulaire qu'on a créée avec Mathilde de la Vallée, 300 membres qui partagent des solutions. J'adore ce que fait Circulaire Raphaël Mavigné, qui a 2500 solutions sur l'économie circulaire qui partage. Et j'adore We Are, un cercle qui s'appelle We Are, c'est ensemble, on est ensemble. Et si on est en co-conquête, c'est win-win. Win pour les femmes, win pour les hommes, win pour les juniors, win pour les seniors, win pour les clients, win pour les salariés, win pour les investisseurs, win pour les leaders, win pour la planète et win pour l'humanité. C'est essentiel de former tout le monde. Moi, j'ai créé la chaire d'économie circulaire à l'ESSEC avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. J'aide Éric Brionès qui a créé qui est président du Journal du Luxe et de Paris School of Luxury. Et il a créé une chaire, Master Green, une chaire sur le green, c'est-à-dire que tout ce qui est économie, c'est circulaire. Et avec Markeva, qui est la présidente du Sud du Luxe, nous sommes 8 personnes à écrire un livre sur le luxe et l'économie circulaire. Donc, c'est essentiel. Et ce que j'adore, ce que fait Fabienne Loupeau, elle incarne ses initiales fabuleux, féerique, fantastique, FB, féerique, fantastique, fabuleuse, lumineuse, louangeuse, parce qu'elle met en relation tout. Là, c'est malin, elle dit, regarde, elle a fait avec Bars, tu transmets l'immobilier, tu as aussi de la mode, tu as aussi de la joaillerie, de l'horlogerie, et il y a même des voitures. Donc, c'était génial de dire, partageons les solutions, et donc c'est essentiel. Et là, moi, je pense que je suis là aussi pour vous aimer et vous aider. Donc, je peux vous mettre en relation avec tous les membres dont je vous ai parlé. Et puis, pour ceux qui vont lire mon livre, où j'explique 130 leaders femmes et hommes qui en paradisent la vie. Et puis, 6 témoignages, je peux vous mettre en relation. Vous pouvez me contacter par LinkedIn, Stanislas de Kersiz, aussi sur mon compte Instagram, Chemin des Étoiles du Monde. Mais je suis là, je pense que la transmission, c'est essentiel. Comme dit Coluche, sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres. C'est à toi de choisir d'en faire des murs ou des ponts. Mais avec des murs, je n'ai jamais vu quelqu'un heureux dans un ghetto. Donc, des ponts, c'est win-win. Aidons-nous les uns les autres avec des solutions de l'économie circulaire parce que ça va impliquer la vie, le monde, l'humanité. Ça va nous aider, plus qu'hier et moins que demain, à trouver des solutions et à partager les solutions. C'est fabuleux. Et merci beaucoup, Bruno, David et Thierry, de partager les solutions et de faire ce webinaire parce que le webinaire, ça incarne son initiale W, Winning Wonderful. Oui, parce que c'est bien de partager les solutions et de s'aider les uns les autres, plus qu'hier et moins que demain. Merci Stanislas. Je rebondis sur un mot que tu as prononcé, qui est le mot de co-conquête. Ici, on parle d'une co-conquête entre des sociétés européennes et des sociétés africaines. Alors, on voulait vous partager encore un programme de co-conquête. On a monté, Grand Alexander, avec l'école polytechnique, un programme d'accompagnement à la transformation. Et ça fait 4 ans maintenant, il doit y avoir, 200 projets qui sont passés dans ce programme. On voulait vous présenter un de ces programmes parce qu'il est emblématique d'une belle opération de partage ou de co-conquête entre le groupe EDF que vous connaissez tous en France et puis une société qui a été créée non pas à Madagascar mais en Côte d'Ivoire qui s'appelle Biovea. Et EDF et Biovea se sont alliés pour faire quoi? Pour produire de l'électricité verte rentable. Donc ça, le problème, c'était comment on fait pour avoir l'électricité verte rentable en Côte d'Ivoire. La solution, ça a été de comment on fait. On va essayer de créer la plus grande centrale électrique biomasse de Côte d'Ivoire et même de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une centrale électrique biomasse?
eh bien, on passe des contrats avec des villageois. Les villageois coupent non pas du raffia, comme disait David tout à l'heure, mais ici, ils coupent des palmes. Il y a des centaines de camions qui vont transporter ces palmes et qui vont les amener dans une usine biomasse que vous voyez ici en photo. La biomasse va permettre de construire de produire de l'électricité, et cette électricité, bah, elle va permettre d'allumer des foyers, de créer des ateliers de machines à coudre dans des cases. Elle va donner un gagne-pain aux familles qu'il y a autour. Ici, les défis qu'a eu le projet, c'est des défis économiques qui vont probablement parler à beaucoup d'entre vous. Cette centrale, elle avait un problème de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elle vend son électricité à prix fixe et le chiffre d'affaires, on n'arrive pas à le faire croître aussi vite qu'on aimerait. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation aujourd'hui, d'avoir un chiffre d'affaires qui ne croît pas aussi vite qu'on aimerait. Et en parallèle, les coûts dérapent. Les coûts de cette centrale dérapaient. Pourquoi? Bah parce qu'il y a de l'inflation. Et donc, le travail sur ce projet, ça a été de revoir le modèle économique de la centrale pour arriver à rentabiliser une centrale qui a quand même permis de créer 1000 emplois locaux, 1000 emplois locaux, qui permet de valoriser 520 000 tonnes par an de déchets de palmiers à huile et qui permet aussi d'augmenter les revenus annuels des agriculteurs locaux de 20%. Donc vraiment un impact très important pour l'énergie locale. Le chef de projet, parce que comme Stanislas, comme David, comme Thierry, on aime bien rendre hommage à tous les porteurs de ces belles idées. Et celui qui a travaillé pendant 4 ans à monter cette centrale s'appelle Raphaël Rua. Et aujourd'hui, je lui rends un hommage d'autant plus appuyé qu'il est président d'EDF aux Comores et qu'il a beaucoup de travail sur la planche, comme vous vous en doutez. Voici, alors je regarde la montre, il est 10h22. On a encore beaucoup d'exemples qu'on aurait pu partager avec vous, mais on pense que le plus important, ce n'est pas de continuer à partager beaucoup d'exemples, c'est d'ouvrir le dialogue maintenant avec vous. Donc, je vous promets qu'on trouvera un moyen de continuer à partager avec vous les exemples et les solutions qu'on avait préparées. Mais ce que je voudrais, c'est peut-être donner la parole à chacun des intervenants pour que chaque intervenant nous dise, dans tous les exemples qui ont défilé, si tu retiens un point qui t'a marqué, c'est quoi? David, on peut commencer par toi cette fois-ci? Quel message tu veux tirer, quel enseignement tu veux tirer de ce partage d'expérience? Moi, j'ai toujours tendance et ça aurait été le cas aussi dans d'autres exemples, encore plus là que j'avais aussi en tête, de regarder aussi l'innovation qu'il y a autour de la sustainability, autour du partenariat humain qu'il y a derrière, la rencontre des hommes et des femmes. Hein, on en parlait notamment avec Rushon, par exemple, mais c'est valable un peu pour tous les exemples. C'est aussi la mise en commun de tous ces neurones et de toutes ces volontés qui sont marquantes. Voilà. Il n'y a pas de filière beurre bas carbone sans des chercheurs, sans des gens qui s'engagent dans la filière à tous les étages. Et on avait plein d'autres exemples d'ailleurs sur ces filières. Pareil pour le raffia, si l'industrie du luxe ne s'intéresse pas aux produits, voilà, ça marche pas. Les partenariats avec les Galeries Lafayette que tu évoquais, etc. Donc voilà, tout ça, c'est. Moi, j'ai toujours cette polarité sur l'approche partenariale. Merci David. Alors Emmanuel nous signale des messages de participants dans le chat, donc je ne résiste pas au plaisir d'en partager quelques-uns avec vous. Arnaud, devant partir, je tenais à vous remercier pour la transmission de votre enthousiasme. Il nous dit « Stay focus on it ». Merci Arnaud. Didier nous parle d'exemples qui montrent bien la cohérence entre la recherche de performance, la pérennisation des ressources et l'économie.
Merci Didier. On vous remercie de vos interventions. Est-ce que Thierry, il y a quelque chose, un message que tu veux nous passer, toi aussi, en prenant un peu de recul par rapport à ces interventions? Non, mon message, il est très simple. Je remercie beaucoup Stéphane Le Cassis pour ces exemples parce que je pense que tout ce qu'on a échangé là montre que cette question de durabilité, de sustainability, concerne aussi bien les pays riches que les pays pauvres. Si je prends l'exemple de Madagascar en particulier, le bilan carbone de Madagascar est positif. On émet moins de gaz à effet de serre que, je dirais, de son hiver. Cela dit, cela ne nous empêche pas de chercher à contribuer à réduire les gaz à effet de serre, sachant que la notion pour moi de durabilité, elle va aussi concerner les aspects sociaux, au-delà de l'aspect purement environnemental. Donc, je vois à travers ces exemples qu'on peut produire mieux avec moins. Merci beaucoup. Merci Thierry. Stanislas, si tu veux nous passer un message qui t'a marqué suite à ces différentes interventions. Je trouve que c'est fabuleux parce que vraiment, vous partagez des solutions, vous incarnez vos initiales prophétiques très inspirantes, Bruno, David, Thierry, BDT, bénévole, bienheureux, bienveillant, bien exigeant, David, délicat, délicieux, divin, Thierry, topissime, terrifique, trésor. Et c'est bien de partager, ça me rappelle... J'étais chez Procter & Gamble, il nous disait New Year, New You, New Quarter, New You, New Month, New You, New Week, New Day, New Day, New You. Donc l'idée, c'est plus qu'hier et moins que demain, s'améliorer sans cesse. Et pour partager. Pour ça, je pense aussi que c'est important de faire des relectures. Il y a 4 façons de faire des relectures de notre vie personnelle, vie de couple, vie de famille, de toutes les entreprises. Les 4 premières, RES, quelles sont nos réussites? Quels sont nos échecs? Quelles sont nos suggestions? On apprend de nos réussites, on apprend de nos échecs. Comme dit Nelson Mandela, le président d'Afrique du Sud, tu ne perds jamais, tu apprends ou tu gagnes. Donc, réussite, échec, suggestion, on doit le faire régulièrement. Ensuite, quels sont nos rêves, nos envies, de désirs? C'est important de visualiser nos rêves, nos envies, désirs. Vous auriez fait les Jeux Olympiques, votre coach dit visualise-toi gagnant les médailles d'or. Quand je dis président de Van Fairplay, je fais ça avec le board chaque trimestre. Donc, c'est important de visualiser son rêve. Une fois que on le visualise, on l'incarne. Ensuite, il y a les méthodes KISS. Dans ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on clip? Qu'est-ce qu'on improve? Qu'est-ce qu'on stop? Qu'est-ce qu'on start? Et ensuite, il y a la méthode VMV. Quelles sont nos valeurs? Il faut partager nos valeurs. Quelle est notre mission? Il faut partager nos missions. Et notre vision dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. En 2025, il faut déjà réfléchir en 2035. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, l'idée, c'est de partager des solutions, de s'améliorer sans cesse, plus qu'hier et moins que demain. Et avec l'idée de win-win-win. Win pour les femmes, les hommes, les juniors, les seniors, les salariés, les investisseurs, les leaders, la planète et l'humanité, tous ensemble. Et merci beaucoup pour votre partage et votre transmission. Merci Stanislas. Alors, un ami me disait la semaine dernière, il y a une chose très importante quand on parle de sustainability, c'est de viser la robustesse plutôt que la performance. Prenez l'exemple d'une forêt. Une forêt, elle ne cherche pas le maximum de performance. Une forêt, les arbres, ils ne cherchent pas à pousser le plus vite possible. Le but de la forêt, c'est de survivre. Et pour survivre, la forêt, elle a besoin que chaque arbre trouve sa place dans l'ensemble de la forêt. Et il y a un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon qui a écrit un livre. Ce livre s'appelle Antidote au culte de la performance. Il nous propose de faire ce que David a proposé tout à l'heure, c'est de redéfinir la notion de performance autrement. Le vivant ne fonctionne pas sur une performance. Le but, c'est pas d'aller dans un mur de plus en plus vite. Le vivant fonctionne sur la robustesse. Et le progrès dont on a besoin, c'est un progrès vers plus de robustesse, plus de partage et plus d'envie. Alors, à propos de partage, on arrive à ce moment qu'on vous a promis. Donc, la parole est à vous. Dans le fil de discussion, vous allez pouvoir répondre à la question suivante. Quels sont les défis de sustainability qui, aujourd'hui, vous préoccupent le plus?
Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre dans le chat en écrivant le défi qui vous préoccupe le plus. Alors, pour vous aider, pour vous permettre, si vous le souhaitez, de gagner du temps, on vous a donné quelques exemples de défis de sustainability dessous, hein. Assurer la pérennité de mon entreprise, générer des revenus, réduire les coûts. C'est le numéro 3. Le numéro 4, réduire les risques. Numéro 5, trouver des financements, etc. Donc, on vous propose maintenant dans le chat d'écrire le numéro du défi qui vous préoccupe le plus, 1, 2, 3, 4, 5, ou d'écrire en toutes lettres le défi qui vous préoccupe le plus. Je vais arrêter le partage et on va observer le chat. Alors, 1, 2 pour ma part. Alors, Taratra, 2, 3, 1, 2. Je dois vous quitter, merci. Alors, je vais remettre en partage la slide où vous allez voir le numéro des défis pendant que vous écrivez dans le chat. 1, assurer la pérennité de mon entreprise. 2, générer des revenus. 3, réduire les coûts. 4, réduire les risques. 5, trouver des financements. 6, avoir les bonnes compétences. 7, autres. Alors, quand je mets mes documents en partage, je ne peux pas observer vos réponses dans le chat, mais je compte sur Emmanuel et Louise pour regarder les chiffres qui défilent dans le chat. Quels sont les numéros qu'on voit apparaître le plus souvent, Emmanuel et Louise? Oui, bonjour à tous. Bruno, on voit en fait, alors le 1 revient très souvent. On a aussi le 3 qui revient assez régulièrement. Le 2 aussi. Et après, voilà, enfin, déjà, voilà, on est sur oui, le 1, le 2, le 3. Le 6 aussi. Le 6 revient souvent. Avoir les bonnes compétences. Oui. Donc, vous voyez, on est vraiment, on n'est pas sur des enjeux de reporting, on n'est pas sur des problèmes qui vont se résoudre avec du papier et avec des théories. On a besoin de solutions qui permettent de garder nos entreprises et de garder nos entreprises prospères en temps de crise. Et pour ça, on a besoin de générer des revenus, on a besoin de réduire les coûts. Vous vous souvenez, c'était exactement le problème de survie de la centrale biomasse dont on a parlé en Côte d'Ivoire, hein. C'était générer des revenus et réduire les coûts sur un projet de sustainability. Ce que fait l'IMRA quand Thierry nous en a parlé, quand il lance un médicament contre la drépanocytose, c'est de générer des revenus pour permettre à l'IMRA de grandir dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on a, Emmanuel, est-ce qu'on a des commentaires aussi, d'autres commentaires dans le chat que ces numéros que tu viens de citer? Oui, on a effectivement des commentaires. Voilà, merci pour ces échanges enrichissants autour des solutions durables. Est-il envisageable de recevoir la présentation? Donc, ça, c'était une question de Nofis Zoeleni Rina. Voilà, merci pour ce webinaire concret. Merci pour ces différentes visions croisées et finalement cohérentes pour un avenir durable. Voilà. Et après... Alors, Giuseppe Dalmas qui a comme commentaire un grand défi, c'est que tout le top management soit engagé sur le sujet. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Ensuite, Jean-Marc Pousset qui nous dit que c'est une belle initiative, qui nous remercie pour ces exemples et ces échanges et partages très instructifs et inspirants. Quelle démonstration d'intelligence collective concrète et worldwide. Merci avec écrit en lettres capitales.
voilà, et qui devait nous quitter, donc qui nous souhaite une belle journée. Et puis, ben voilà. Et puis des personnes qui sont intéressées par le replay qu'on diffusera bien évidemment, voilà, post-webinaire. On diffusera ça sur nos réseaux sociaux. Alors, Ouais. je vous promets qu'on va continuer. Merci de cet enthousiasme que vous partagez également. On va vous proposer quelque chose de très concret à la fin de ce webinaire pour continuer de faire vivre non seulement le replay, mais au-delà du replay même, on vous proposera une manière qui nous permettra de rester en contact pour partager de nouvelles solutions. On vous continue de vous donner la parole sur une autre question maintenant. Face à vos défis de sustainability, qu'est-ce qui pourrait vous être utile à vous concrètement? Là, c'est pareil, pour gagner du temps, on vous propose quelques pistes. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de formation, d'accompagnement conseil, de recherche de financement, de 4, de mise en relation avec des experts, 5, de développement de partenariats? Est-ce que vous avez besoin d'échanger et de partager des expériences lors de rendez-vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous connaissez le principe, donc merci de mettre un numéro dans le chat. Face à vos défis de sustainability, qu'est-ce qui pourrait vous être le plus utile? De quoi vous avez vraiment envie ou besoin même? Quel numéro s'affiche, Emmanuel, dans le chat? Alors, on a beaucoup de 5, 4, 3. Voilà, 5, 4, 3, c'est ce qui ressort. Partenariat, expert, financement. Beaucoup de 5. Le 5 ressort quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, oui. Il y a toujours des gens qui continuent d'entrer dans le webinaire. Alors, développement de partenariat, mise en relation avec des experts, recherche de financement. On avait bien senti quand les gens commençaient à s'inscrire dans ce webinaire qu'il y avait vous étiez très très nombreux et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une manière de continuer à faire vivre ces échanges. On va encore une fois vous proposer quelque chose. Peut-être un mot pour vous dire que, évidemment, Thierry, David et moi, nous sommes des consultants. Donc, on a développé une offre d'accompagnement des transformations durables. Cette offre, c'est une offre qui va de l'amont du projet. Elle commence par des audits et des diagnostics projets pour aller sur la construction de référentiels de conformité data, en passant par la construction de formation, l'accompagnement de projet, le suivi d'impact, les financements, l'accès au financement et ce que vous avez dit comme quelque chose de très important dans le chat, le développement de partenariats. Ce qu'on essaie de faire tous ensemble, vous voyez, c'est de grouper nos forces pour aider les entreprises, au fond, à répondre à 4 questions. C'est quel va être l'impact des enjeux de sustainability sur l'avenir de mon business? Je vais où avec tous ces problèmes de sustainability? Question 1. Question 2, on en est où aujourd'hui dans l'entreprise? Quel est le diagnostic qu'on peut porter par rapport à nos défis de sustainability aujourd'hui? Question 3, c'est quoi la bonne stratégie? Quelles doivent être les bonnes priorités? Et question 4, comment mettre en œuvre efficacement? La méthode, l'approche qu'on a construite sur chacune de ces questions permet d'apporter des réponses très concrètes. Dessous, vous avez des exemples de solutions, des exemples de livrables, des exemples de méthodes sur chacune de ces solutions. Je ne vais pas m'attarder là parce que ce n'est pas l'enjeu principal de ce webinaire.
l'enjeu principal de ce webinaire, c'est de continuer de faire vivre cet esprit de partage de problèmes et de partage de solutions. Et donc, pour la suite de ce webinaire, qu'est-ce qu'on va faire? Emmanuel a commencé à en parler. Vous allez recevoir un email après le webinaire. Dans cet email, vous aurez l'accès au replay. C'est une demande qui vient d'être faite dans le fil de la discussion. Donc, vous aurez bien sûr accès au replay. Donc, vous pourrez revisualiser tous les exemples. Vous aurez également un bouton. Vous aurez un bouton, un lien à cliquer pour demander un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous dans lequel vous pourrez parler à l'un d'entre nous et demander un rendez-vous pour partager un problème ou un défi de sustainability que vous avez. Donc, on va continuer à faire vivre le partage de problèmes. On a envie en même temps de continuer à faire vivre le partage de solutions. Et donc, vous aurez un deuxième bouton sur ce mail, et ce mail vous permettra à vous de mettre en avant une solution qui vous a marqué, une solution locale, des gens pour qui vous avez de l'admiration parce qu'ils ont construit de belles choses autour de vous. Et grâce à ces deux manières d'entrer en contact, de partager des problèmes et de partager des solutions, on aura la possibilité, on reviendra vers vous et nous, on s'engage également en retour à partager avec vous de nouvelles solutions. Est-ce que Thierry ou David ou Stanislas voulaient rajouter quelque chose? Bravo, congratulations, félicitations. Il faut vraiment s'améliorer sans cesse. Et je trouve que c'est très bien cette idée de travailler ensemble, de partager la transmission de solutions et de s'aider les uns les autres. Voilà, et plus qu'hier et moins que demain, quel que soit notre pays, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre et quelle que soit notre profession. Et l'idée, c'est de s'aider, de partager des solutions et toujours plus qu'hier et moins que demain. Donc, bravissimo, congratulations. Aidons-nous, aimons-nous et partageons les solutions pour le bénéfice des clients, des salariés, des hommes, des femmes, des juniors, des seniors, de la planète, de l'humanité. Merci beaucoup. Merci Stanislas. David? Oui, bah déjà, grand merci pour avoir initié cet échange qui a été très stimulant et qui est très agréable parce que depuis 2017 et l'émergence des lois sur le devoir de vigilance, on parle beaucoup de conformité aussi quand on parle de développement durable et de sustainability. Et là, ça fait du bien de revenir justement sur des solutions innovantes et aussi humaines. Et alors c'est un peu comme à l'entraînement, on la passe sur le partenariat et j'étais ravi de voir que les participants avaient relevé que c'était aussi ça le besoin, hein, des partenariats. Et bien sûr, on a besoin de financement parce que ça, c'est essentiel aussi pour l'innovation, mais on a besoin de neurones en commun et de valeurs communes aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui ressort de tous ces exemples. Voilà. Donc merci et merci à tout le monde. Merci David. Thierry? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai fait juste simplement que, à partir de ce webinaire qu'on a fait, on peut effectivement développer des partenariats par la suite. Et je pense en particulier aux produits de l'IMRA, qui sont, je peux en témoigner, hein, j'en use, il y en a vu, c'est produits pharmaceutiques. Et à chaque fois que je vais à l'étranger, j'en amène. Et quand je les montre à mes amis, à mes collègues, mais Thierry, où est-ce qu'on peut les trouver, ces produits? Ah ben, je dis à Madagascar. Je dis, mais on ne peut pas les trouver en France? Pour le moment, non. Donc voilà, peut-être qu'il y a des partenariats de franchise qu'on peut développer entre nos pays qui permettront justement de développer à l'international ces solutions durables. En tout cas, on s'engage vis-à-vis de vous à poursuivre ces échanges et à trouver tous les moyens de partager avec vous, non seulement des problèmes, des solutions et des partenariats, mais pourquoi pas d'autres bonnes idées, des besoins de compétences, des formations, des produits, et peut-être que ces médicaments
continueront de faire le tour de la planète. C'est ce qu'on leur souhaite. Pour conclure ce webinaire, vous voyez, cette image est symbolique. On a tous besoin les uns des autres. On l'a bien vu dans ce webinaire et dans ces échanges. Ce webinaire n'aurait rien été sans les exemples de Stanislas, de David et de Thierry. Il n'aurait rien été sans vos commentaires dans le fil de discussion. Il n'aurait rien été sans votre enthousiasme. Et c'est ce collectif qui nous permet de partager, qui nous permet de nous sentir vivants. C'est ce collectif qui permet à chacun d'entre nous de grandir. Dans la sagesse africaine, je ne sais plus qui a cité Nelson Mandela, je crois que c'était toi, Stanislas, tout à l'heure. Nelson Mandela, pour réconcilier l'Afrique du Sud, pour faire grandir le collectif sud-africain, s'était beaucoup inspiré d'une philosophie africaine, une sagesse africaine qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, qui a servi d'ailleurs dans le programme de réconciliation de l'Afrique du Sud à faire collectif. Et Nelson Mandela résumait cette sagesse Ubuntu en une phrase: je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. C'est ce collectif qui permet à chacun d'entre nous de grandir, de trouver de bonnes solutions et de se sentir vivant. Donc on vous en remercie et encore une fois, on s'engage à le faire vivre. Bonne journée à tous.